Merci. Donc d'abord, je voudrais remercier le comité organisateur pour cette possibilité de présenter les travaux du projet Tara Océan aujourd'hui. Alors, juste pour resituer un petit peu le cadre dans lequel ce projet a été commencé, on était un certain nombre de chercheurs, il y a maintenant une dizaine d'années, à réfléchir sur la façon de pouvoir transformer des méthodologies et des connaissances qui étaient vraiment apparues dans les laboratoires de biologie moléculaire pour des études beaucoup plus larges en termes environnementaux. Et on avait en visée à l'époque plusieurs milieux environnementaux qu'on aurait aimé étudier, en particulier du point de vue de la vie microscopique et plus particulièrement du point de vue microbien. Mais on manquait un petit peu d'idées sur la façon dont on pouvait faire ça, mais ça nous semblait quand même très important d'arriver à un moment donné de faire passer les technologies de biologie moléculaire qui commençaient à être de plus en plus mûres du laboratoire vers une étude réellement environnementale. Alors, ce qui nous a permis de commencer ce projet, dont je vais dire deux mots ensuite, mais juste pour resituer vraiment ce contexte, c'est un grand nombre d'avancées qui ont été faites dans l'étude des microbiomes. Il y a maintenant, ça a commencé il y a à peu près une quinzaine d'années, qui ont permis, à partir des technologies de biologie moléculaire, mais plus spécifiquement de la génétique moléculaire et encore plus spécifiquement du séquençage et de la bioinformatique associée, d'étudier des microbiomes qui commençaient à être relativement complexes. Donc des milieux contenant un grand nombre de bactéries, des milieux qui pouvaient changer, et en particulier les microbiomes intestinaux humains. Alors il y a eu beaucoup d'études qui ont commencé à être menées. C'est évidemment pas le sujet de mon topo aujourd'hui, mais ces études ont vraiment mis en place des outils, ont permis de voir comment on pouvait séquencer l'ADN, l'ARN de communautés complexes, mais surtout comment on pouvait interpréter ces données, à quel niveau de variabilité on avait accès et quel type de renseignements ça pouvait apporter sur des domaines très vastes dans la biologie et dans la biomédecine. Donc ça, c'était quelque chose qui nous a à ce moment-là décidé à pouvoir essayer de partir sur des environnements plus complexes. Cela dit, les méthodologies qui avaient été développées à l'époque, elles concernaient surtout des communautés prokaryotes, donc des bactéries en fait essentiellement, et puis parfois un peu les virus qui leur sont associés, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin. Évidemment, les communautés environnementales sont généralement beaucoup plus complexes, elles comprennent des espèces qui proviennent de tous les royaumes de la vie. Donc c'était relativement limité, mais c'était quand même déjà quelque chose qui nous permettait d'envisager de faire des projets un peu différemment. Alors, quand on a voulu passer au sujet sur lequel on va travailler dans le cadre de Tara Océan, qui est le plancton, on avait déjà une vision que l'ensemble des organismes qu'on allait vouloir essayer de comprendre et d'essayer d'imaginer en termes d'interaction, etc., était quelque chose de plus complexe que ce qui existait jusque-là. Ici, on a une petite représentation circulaire qui nous montre que dans du plancton, donc juste par définition, le plancton, c'est ce qui dérive dans l'océan, hein, c'est tout ce qui n'est pas capable, par sa propre force, de faire face au courant. Donc ça concerne à la fois les bactéries, les virus, mais aussi tous les eucaryotes unicellulaires, mais aussi tous les petits animaux, voire de très grands animaux, même de très grandes méduses peuvent faire partie du plancton à partir du moment où elles ont une vie essentiellement dérivante. Et ça concerne beaucoup de genres différents. Par exemple, les larves de poissons font partie du plancton, puis après les poissons n'en font plus partie. Alors cet ensemble-là montre quand même une très grande complexité. En plus, notre idée était de travailler à l'échelle planétaire. Donc on était sur des échelles de complexité bien supérieures à ce qui avait été défini jusque-là. On avait une petite idée au départ, on se disait c'est peut-être 100 fois, 1000 fois plus complexe que tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. On ne savait pas trop. Et puis surtout, il va y avoir une variabilité immense en termes d'espace, en termes de variation temporelle. Donc on a besoin à la fois d'appliquer les méthodes qui existent et puis surtout d'en développer à partir de ces méthodes quand même, et de développer de nouvelles formes d'études et même de nouvelles formes d'analyse biochimique. Alors, pour faire tout ça, on a commencé ce projet donc en 2009, hein, ça fait maintenant 9 ans que l'expédition avait démarré, et on était parti sur l'idée d'avoir une expédition, donc vous voyez le trajet ici, qui a eu lieu en 2 parties, une fois autour du monde, puis une fois plus spécifiquement autour de l'Arctique pendant un été, et d'utiliser le bateau Tara, qui est un bateau d'expédition. C'est une goélette relativement petite, elle fait à peu près 36 mètres de long,
Donc on est sur un relativement petit bateau, mais quelque chose de très flexible, très manipulable. On pouvait, pas vraiment à volonté, mais enfin, on pouvait quand même de temps en temps modifier le cours de son trajet pour étudier tel ou tel phénomène océanographique qui aurait été plus intéressant qu'un autre. Donc l'idée, c'était de collecter vraiment des échantillons de plancton de surface et d'une profondeur pas très importante, donc essentiellement la partie du plancton qui est liée à la zone photique, donc à tout ce qui est lumineux, et d'analyser avec toutes les méthodes moléculaires possibles, et avec aussi des méthodes d'imagerie, la diversité, mais aussi la fonction des organismes présents dans le plancton à l'échelle globale. Donc c'est quelque chose qui n'existait pas vraiment à l'époque, il y avait des études ponctuelles, mais il n'y avait pas d'idée de faire une expédition large avec ensuite une méthodologie uniformisée pour pouvoir analyser un très très grand nombre de points à travers la planète. Donc, donc vous avez ici le bateau, vous voyez que ce n'est pas quelque chose d'extrêmement grand, ça a nécessité toute une mise au point pour pouvoir faire cet ensemble de choses à son bord, et on avait l'idée d'avoir à peu près 200 points d'échantillonnage sur l'ensemble de l'expédition, et de regarder toute la vie microscopique, depuis les virus jusqu'aux petits animaux, sur la zone photique, et de mettre ensemble une équipe multidisciplinaire qui pouvait à la fois comprendre l'océanographie, donc il y a des physiciens aussi dans Tara, et d'aller jusqu'aux domaines les plus pointus de la génomique actuelle. Alors le plancton, pourquoi? Donc évidemment c'est là que se fait le point de départ de toute la chaîne trophique océanique. Donc nous on va vraiment étudier la partie qui est illuminée, donc la zone photique, et on part de la photosynthèse et on essaye d'aller jusqu'aux premières étapes de toute cette chaîne trophique. C'est effectivement un milieu qui va séquestrer une très grande partie du CO2 atmosphérique, donc on savait dès le départ que ça allait être très lié aux thématiques climatiques qui existent aujourd'hui. Il produit beaucoup d'oxygène, on considère qu'à peu près la moitié de l'oxygène produit sur Terre actuellement est fait par les plantes et l'autre par le plancton. Et puis c'est aussi quelque chose qui peut servir au niveau monitoring pour l'aspect santé des écosystèmes. Donc voilà ce que très typiquement, d'une manière extrêmement moyenne, on espère trouver dans de l'eau de mer. Ça, c'était connu avant qu'on commence. Donc on a un très grand nombre de virus. Les particules virales, on considère que dans 1 litre à peu près d'eau de mer, il y en a au minimum 1 milliard environ. Des bactéries, il y en a pas loin d'1 milliard aussi. Les eucaryotes unicellulaires se comptent par dizaines de millions. Puis on a une beaucoup plus faible, entre guillemets, concentration d'animaux, mais il y en a quand même des dizaines de milliers à chaque litre. Donc c'est une biomasse gigantesque qui est présente dans le plancton océanique, mais aussi une complexité un peu difficile à saisir parce que les ordres de grandeur sont très différentes. Donc si vous regardez ce qui est le plus abondant, vous allez avoir accès plutôt aux bactéries et aux virus, mais ce n'est pas forcément là que se passe tout l'intérêt de tous les cycles biogéochimiques qui ont lieu dans l'océan. Pour en avoir une vision complète, il faut essayer d'avoir l'ensemble de ces données-là. Donc pour ce faire, on a mis en place une stratégie qui avait été décrite à l'époque dans une première publication, un peu un white paper, dans lequel on expliquait ce qu'on entendait par approche holistique du plancton océanique. Donc pour nous, l'idée, c'était vraiment d'avoir tous les organismes qui sont présents dans le plancton, ou pratiquement tous, à part vraiment les très très grands qui sont plus faciles à étudier, et de mettre en place une analyse tripartite avec d'une part des méthodes moléculaires, alors là vraiment basées sur le séquençage de l'ADN et de l'ARN, on va voir ça après, une partie imagerie de manière à avoir depuis la cytométrie de flux jusqu'à une analyse avec des appareils qu'on appelle les zooscans qui voient des objets qui peuvent faire plusieurs centimètres. On voulait avoir une série de possibilités pour imager tout ce qu'on avait et essayer de faire un lien entre la biodiversité vue par les méthodes moléculaires et la biodiversité vue à travers une imagerie assez complexe. Et puis on mesurait les constantes physico-chimiques, enfin le plus de constantes physico-chimiques possible pour chaque masse d'eau qui était échantillonnée. Donc ça s'est fait à partir de protocoles d'échantillonnage adaptés, puisqu'on ne peut pas, comme je vous l'avais dit, obtenir à la fois les virus et les bactéries et puis les relativement grands organismes à partir de la même quantité d'eau. Il faut filtrer des quantités d'eau différentes. Donc il faut déployer des instruments différents pour avoir une seule vision. Donc ça a été fait. On a comme ça obtenu une sorte d'approximation du type d'organisme qu'on étudie par les fractions de taille qu'on obtient après filtration. Donc on a comme ça des fractions de taille qui nous permettent de dire là on est vraiment en train d'étudier les virus, là les bactéries, etc.
Donc voilà comment ça se passe. Alors évidemment, ce n'est pas vraiment un bateau océanographique, hein, donc on a été obligé de mettre en place, en particulier sur le pont, un laboratoire de biologie moléculaire, enfin de filtration, hein, et puis tous les outils nécessaires pour aller récupérer les masses d'eau avec des filets ou avec des containers. Donc c'est quelque chose on voit que c'est assez dense, hein, le travail était assez intense là-dessus, puis les jours où il fait beau, c'est bien. Les jours où la mer est un peu agitée, c'est sur un tout petit bateau comme ça peut être beaucoup plus compliqué. Mais dans l'ensemble, évidemment, il fallait essayer d'avoir tous les types de masses d'eau possibles. Donc on a essayé de travailler dans le plus de conditions possibles. Alors, l'approche holistique dont je vais essayer de donner quelques résultats aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est ces trois éléments-là. C'est à la fois regarder tous les organismes qui sont présents dans le plancton, c'est essayer de les regarder à l'échelle globale, donc à l'échelle de l'ensemble des océans, qui sont tous connectés, mais qui forment quand même des masses différentes, et puis d'essayer d'avoir des approches qui soient complémentaires et qui nous permettent d'avoir une vision la plus cohérente possible de l'écosystème. Donc, intégrer, ça c'est vraiment un mot d'ordre important. On n'en est qu'au début de cette intégration, on est plutôt encore à la fin de la génération des données, mais c'est vraiment ça qui va être essentiel, intégrer tous les types de données dans un contexte global. Alors, dans un premier temps, ce qu'on peut faire avec ça, avant d'arriver à des études vraiment d'intégration, c'est d'utiliser les jeux de données qui sont produites pour faire des études, déjà à l'échelle d'un type d'organisme. Par exemple, ici, vous avez une étude qui a été publiée il y a 3 ans maintenant, qui utilisait le métabarcoding, donc la possibilité d'utiliser un marqueur moléculaire qui permet de reconnaître un certain niveau taxonomique, chez les eucaryotes uniquement, mais de le faire sur donc, les animaux et les protistes, mais de le faire sur l'ensemble de la carte sur laquelle on avait pu échantillonner, pour avoir une vision globale de ce que sont les eucaryotes, leur diversité dans l'océan. Donc ça, ce genre de travaux a été fait. On a fait ça, par exemple, sur les eucaryotes ici. Je vais montrer d'autres exemples ensuite. Et ça a déjà généré des bases de données assez importantes qui sont aujourd'hui largement utilisées par la communauté. Donc on avait quand même un objectif plus ambitieux que de regarder simplement des barcodes, regarder simplement des marqueurs d'espèces. On voulait vraiment, à partir des acides nucléiques totaux qu'on pouvait extraire, avoir à la fois une vision à travers l'ADN de la métagénomique et à travers l'ARN de la métatranscriptomique, donc de l'expression des gènes. Donc tout ça dans des milieux assez complexes, ça nécessitait des puissances de séquençage relativement importantes. On était arrivé à peu près à maturité pour faire cet ensemble-là. On s'est assez rapidement rendu compte, en fait, que... je vais me permettre de ne pas mettre à jour. Si. Donc on s'est assez rapidement rendu compte qu'on allait avoir quand même un problème d'interprétation lié au fait qu'il manque dans les bases de données énormément de références environnementales. On a un certain nombre d'organismes marins qui sont présents dans les bases de données, on peut accéder à leurs séquences d'ADN, mais la plupart du temps, il s'agit quand même d'organismes qui ne représentent pas la diversité environnementale. Ils ont plutôt été choisis parce qu'ils ont un intérêt en tant que modèle ou un intérêt biotechnologique, mais pas forcément parce qu'ils sont abondants. Tandis que nous, ce qu'on essayait de voir, c'est déjà de voir ce que font les organismes les plus abondants. Alors, un autre exemple de base de données un peu importante qui a pu être créée, c'est là pour la métagénomique des bactéries, cette fois-ci. Donc on a publié cette première étude aussi autour d'une partie des stations de Tara Océan. On voit qu'on utilise plusieurs centaines d'échantillons, mais l'idée, c'était de les séquencer d'une façon assez profonde pour obtenir plusieurs térabases de données et d'avoir vraiment une grande quantité de données géniques, cette fois-ci, pour un domaine de la vie particulier et l'interpréter dans le contexte de l'environnement. Pour vous donner une idée de la taille que ça représente, ici, on a une diapositive qui représentait la mise à disposition dans les bases de données des projets de métagénomique marine jusqu'à Tara Océan. Ici, le dernier, c'est Tara Océan pour cette partie bactérienne. Et on voit quand on a déposé les données, on était à peu près 2 ordres de grandeur au-dessus de n'importe quelle autre étude qui avait pu être déposée avant. Donc ça posait pas mal de soucis, et également des soucis d'interprétation, de travail informatique avec ces données-là. Mais on a réussi, après quelques années, à produire les premières interprétations de ces données. Donc là, vous avez les premiers résultats des analyses sur les bactéries qui montrent qu'on a pu obtenir une collection de gènes. Ça, c'est notre travail, le microbiome océanique. En rouge, vous avez l'apport de Tara Océan.
dans les autres couleurs l'apport de ce qu'il y avait dans les bases de données et dans différentes autres expéditions. Donc on voit qu'on est très très largement avec une nouveauté qui est apportée par cette expédition-là. Et on a obtenu, à partir de cette première étude, environ 40 millions de familles de gènes différents qui sont présentes dans l'océan. Donc ça, c'est à comparer avec ce qui se connaissait à ce moment-là dans le microbiome intestinal humain, où il y avait environ 10 millions de gènes bactériens qui étaient connus. Donc c'est déjà une collection beaucoup plus importante, mais peut-être d'une façon un peu surprenante, c'est pas si différent, c'est pas si grand que ça par rapport à ce qui était déjà connu au niveau microbiome intestinal. Après, c'est évidemment pas les mêmes gènes en général. Alors ça nous a un peu interloqué. On s'est demandé mais pourquoi on a finalement assez rapidement trouvé un nombre de gènes qui semblait décrire assez bien, en tout cas l'ensemble des échantillons qu'on avait. Ici, vous avez une courbe de saturation qui montre, en fonction du nombre d'échantillons séquencés, le nombre de gènes détectés. Et effectivement, on a l'impression d'être arrivé, à partir des échantillons qu'on a séquencés jusqu'à maintenant, à décrire l'essentiel des gènes qui sont vraiment abondants dans l'océan. Donc ça, c'est une base de données qui devient, de ce fait, extrêmement importante pour les études postérieures. Donc, Tara a produit des jeux de données différents en termes de génomique autour de ces différents types d'organismes. Vous avez ici donc les collections obtenues en métagénomique, à la fois pour des fractions enrichies en virus, en prokaryotes, en eucaryotes, et en métatranscriptomique, qui servent à la fois à regarder l'expression des gènes, mais aussi à établir des collections de gènes. Donc là, on est sur quelque chose qui nous permet aujourd'hui de comparer le contenu génique de chacun de ces types d'organismes à une échelle vraiment globale, avec leur répartition géographique, avec localement quels gènes sont présents, quels gènes sont exprimés, quels gènes ne le sont pas. Donc ça, c'est des études qui sont en train de commencer pour faire une sorte de caractérisation globale à l'échelle génique de l'ensemble des organismes présents dans le plancton. Et puis, donc, il y avait aussi ces données de métabarcodes qui servent, elles, essentiellement à cartographier le contenu en espèces pour chaque localisation. Donc on a aujourd'hui tout ça, on a à la fois une vision apportée par un certain type de données, de qui est présent, et on a une vision de quels gènes sont présents associés à ces organismes et quels gènes sont exprimés à l'échelle de l'océan global, à partir bien sûr d'un petit nombre de points, à peu près 200 points, donc c'est représentatif, mais c'est évidemment pas complet. Alors parmi les résultats les plus surprenants et qui nous posent aussi quand même un certain nombre de problèmes, c'est qu'en obtenant ces grandes collections de gènes, on s'est rapidement rendu compte qu'il n'allait pas être si simple que ça de les interpréter pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. C'est-à-dire en particulier les bases de données ne représentent pas vraiment les organismes écologiquement les plus importants. Donc on a du mal à retrouver des gènes qui sont présents dans l'environnement que nous on va séquencer et d'en trouver des équivalents dans les bases de données avec des annotations, avec des expériences faites dessus. Ici, vous avez une petite analyse du set de gènes prokaryotes, donc essentiellement bactériens pour ce qui nous concerne. Si vous regardez ici cette partie de l'histogramme, vous voyez que sur l'ensemble des gènes obtenus, vous en avez à peu près 40% qui n'ont aucune homologie dans les bases de séquences. Donc c'est quand même une quantité très très importante. Et même pour les 60% restants, c'est souvent des homologies relativement distantes. Donc il n'est pas très facile de comprendre à quoi ça correspond. Et pour les eucaryotes, on a fait la même chose à partir d'un jeu de gènes basé sur la métatranscriptomique. Et là, on a pratiquement la moitié des gènes qui ne trouvent pas d'homologie dans les bases de données actuelles, même distantes, même très lointaines, et même avec des bases de données assez spécifiques. Donc on a des possibilités d'interprétation. On a aussi clairement un besoin d'aller de nouveau vers le laboratoire pour essayer de trouver des fonctions pour un très grand nombre de gènes dont on sait aujourd'hui qu'ils sont très abondants, qui peuvent être très exprimés dans des conditions spécifiques et pour lesquels il n'y a strictement rien dans la littérature. Un autre exemple de type de travaux qui ont pu être faits, là maintenant je vais rentrer dans les analyses un petit peu plus intégratives, ça a été de regarder les réseaux d'espèces qui étaient présentes à chaque point d'échantillonnage et d'essayer de comprendre quel type d'interaction pouvait avoir lieu entre ces organismes qu'on retrouvait formant des réseaux relativement consistants. Donc on a, par des méthodes informatiques, comparé toutes les compositions de toutes les communautés pour l'ensemble des organismes, c'est-à-dire à la fois pour les bactéries, mais aussi pour les virus et pour les eucaryotes. Et on a trouvé un très grand nombre d'associations qu'on a pu déterminer soit en association positive, c'est-à-dire des organismes qui aiment être ensemble, qui forment d'une manière
vraiment fréquentes des réseaux communs, et puis des associations négatives. C'est-à-dire il y a un certain nombre d'organismes, quand ils sont là, il y en a d'autres qui ne peuvent pas être là. Et ça, on s'aperçoit très vite par le nombre qui est schématisé ici, que dans le plancton, on a beaucoup plus d'interactions positives que d'interactions négatives. C'est-à-dire ces réseaux d'espèces sont probablement des espèces qui interagissent beaucoup plutôt que des espèces qui se retrouvent trop souvent en compétition et qui peuvent s'éliminer les uns les autres. Donc il y a certainement tout un chapitre interactif qui est encore assez peu exploré, mais qui semble être le chapitre primordial par rapport à ce qu'on étudie le plus souvent, qui est souvent, on se dit, une espèce est la plus adaptée, elle va être là, elle va prendre la place par compétition, etc. Dans ces communautés complexes, c'est quand même pas tellement ça qu'on voit. On voit plutôt des interactions. Ici, vous avez des résultats préliminaires d'imagerie qui montrent qu'il y a un nombre incroyable d'interactions. Ici, vous avez des protistes essentiellement, et puis parfois des bactéries, parfois d'autres protistes qui interagissent avec eux, mais d'une manière... Ici, c'est de l'imagerie, c'est physiques qui sont vraiment associés. Et la plupart des interactions que vous voyez ici n'étaient absolument pas documentées jusqu'à maintenant. Il existait de temps en temps une image. Bon, maintenant, on sait qui sont les organismes qui font ça. Et on s'interroge beaucoup pour savoir pourquoi des organismes photosynthétiques, par exemple, s'associent comme ça aussi facilement avec des organismes hétérotrophes. Alors, un exemple d'analyse, et je vais surtout utiliser cet exemple-là, qui nous permet d'intégrer l'ensemble des données, ça a été de regarder un phénomène très important au niveau climatique, qui est l'intensité de la pompe à carbone biologique dans l'océan par rapport aux données qu'on avait. Alors, on a pu faire ça parce que nous avions l'ensemble de ces données de séquençage, d'imagerie et les données physico-chimiques associées à toutes ces communautés complexes. Et puis on a aussi mesuré l'intensité de la pompe à carbone, au moins l'intensité du départ de la pompe à carbone, c'est-à-dire du début de la séquestration du carbone par des méthodes biologiques. Et on a essayé de comparer les deux pour savoir s'il y a des communautés qui sont fortement reliées à cette intensité de la pompe à carbone. Alors la pompe à carbone, juste pour... une toute petite introduction, c'est vraiment, il y a deux pompes à carbone dans l'océan. Il y en a une, c'est simplement l'équilibre entre le CO2 atmosphérique et le CO2 qui est dilué dans l'eau. Là, il y a tout un cycle qui agit, qui est très important à l'échelle immédiate. Et puis, il y a un cycle qu'on appelle biologique, qui passe par les organismes qui vont faire la photosynthèse, donc qui vont capter le CO2, qui vont ensuite passer dans la chaîne trophique, et puis un certain nombre d'entre eux vont se retrouver à sédimenter et aller à des temps géologiques, cette fois-ci au fond des océans, donc à séquestrer sur le long terme du carbone. Donc quelque chose de très important par rapport à ce qu'on essaie de comprendre aujourd'hui du cycle du CO2 et de son rôle dans le climat. Donc cette pompe à carbone biologique, on voit qu'elle est... Pour la comprendre, il faudrait vraiment comprendre à la fois ce qui se passe dans les organismes photosynthétiques, comment ils interagissent avec les autres ensuite, est-ce qu'il y a fréquemment une reminéralisation ou est-ce qu'au contraire on forme des agrégats, comment, pourquoi. Très peu de choses étaient connues. Et on peut dire, la plupart du temps, dans les modèles, on disait des choses très simples. On va dire, si un organisme est lourd, il coule. C'est peut-être un petit peu simpliste quand on voit toutes les interactions qui existent à l'échelle planctonique. Donc nous, on a fait cette approche. Ici, c'est l'ensemble des points qui ont été échantillonnés sur à peu près 150 mètres de profondeur. Et on voit, en fait, le flux de particules sur 150 mètres, on peut le mesurer. Donc en le mesurant, on peut avoir une idée de l'intensité. Est-ce que la pompe à carbone est forte? Est-ce qu'il y a beaucoup d'éléments particuliers qui sont en train de descendre ou pas? Ça, c'est la caméra qui permet de faire ça. Et puis ici, c'est un réseau d'espèces qui a été créé, et de gènes aussi, qui a été créé à partir des données Tara-Océan pour pouvoir essayer de voir quel type d'organisme était associé avec quel phénomène. Donc on peut voir ici, par exemple, les organismes qui sont associés avec une concentration plus ou moins forte de nitrate, etc. Et vous avez dans cette colonne-là la pompe à carbone biologique, son intensité, donc celle qui a été mesurée ici. Et vous avez ici en rouge donc un certain nombre d'organismes qui forment un réseau. Et ce réseau d'organismes est clairement, fortement associé à l'intensité de la pompe à carbone. Donc ça, c'est une petite représentation de ce réseau sur lequel on a pointé quelque chose. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on retrouve dans ces réseaux à la fois des organismes qui étaient attendus, par exemple un certain nombre de métazoaires, de copépodes, dont on sait qu'ils ont un rôle à ce niveau-là. On retrouve aussi beaucoup d'autres organismes, comme les collodères, par exemple, qui sont
des rhizaria, des organismes unicellulaires extrêmement peu étudiés, mais qui semblent avoir un rôle très important dans l'océan. Et puis on retrouve aussi des bactéries et les virus de ces bactéries. Et donc tout ça, ça vous donne une vision de l'ensemble des organismes qui sont en train d'interagir et dont l'interaction va être liée avec l'intensité de la pompe à carbone biologique. Donc ça peut être très surprenant de voir que par exemple des virus qui lisent des bactéries vont être associés à un flux de particules. On aurait plutôt tendance à penser, et c'est ce que pensent les gens majoritairement encore aujourd'hui, qu'évidemment ils détruisent les cellules, donc ils ont plutôt tendance à reminéraliser. Mais on savait aussi par ailleurs que le fait de liser des cellules crée aussi des flux de polymères qui pouvaient s'agréger. Donc il faut choisir entre ces différentes hypothèses, et je pense que nos données nous permettent d'avoir déjà une autre vision de tout ça. Voilà. Et la même chose a été faite à l'échelle génique. Donc on sait aussi qu'il y a des gènes qui sont présents dans ces réseaux et qui sont importants. Malheureusement, là, on bute vraiment sur le fait qu'une très grande partie de ces gènes sont de fonctions inconnues. Donc, pour l'instant, on n'a pas pu aller beaucoup plus loin. Je pense qu'il va falloir vraiment essayer de mieux préciser à quels organismes appartiennent ces gènes et puis retourner un peu plus au laboratoire pour estimer leurs fonctions. Alors, vers où allons-nous ? En guise de conclusion, on a aujourd'hui une vision des organismes qui sont présents, assez bien au niveau planétaire. On a maintenant couvert aussi l'Arctique, donc on a des résultats qui sont assez globaux. Tout ça, ça nous permet de créer des réseaux d'espèces. On a aussi les gènes qui sont présents, on a l'expression de ces gènes. Donc on peut commencer à essayer de parler de biologie des écosystèmes, de génomique des écosystèmes à l'échelle globale, et d'essayer d'intégrer toutes ces données-là, ces données de réseau qui deviennent un peu moins complexes que les données primaires, vers de la modélisation qui, pour l'instant, est quand même relativement simple. C'est important de modéliser le plancton, en particulier dans les études climatiques, mais on sait très peu le faire et surtout on ne sait pas du tout intégrer la complexité qu'on est en train de révéler aujourd'hui. Donc nous, notre objectif, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est de passer maintenant de la phase descriptive, de la collection de gènes, de la collection d'espèces, de leurs interactions même, d'intégrer toutes ces données-là, les interactions entre espèces, les données physico-chimiques, les réseaux qui ont pu être créés, les analyses d'expression qui ont été faites point par point, les analyses aussi populationnelles, on est aussi en train de regarder la structure des populations à partir de données métagénomiques pour aller vers quelque chose de plus global, de plus intégré. Et là, évidemment, il faudra passer probablement par des approches qui sont en train de commencer, vraiment de deep learning et d'utilisation de données très complexes et d'émergence de patterns, de manière à pouvoir voir des choses qui, pour l'instant, on ne sait pas vraiment les organiser. Alors tout ça, c'est bien. C'est ce qu'on est en train de faire avec les données Tara Océan. Il faut voir quand même que même si la couverture est planétaire, elle est quand même extrêmement faible, extrêmement légère par rapport à la densité de l'océan. Donc on a besoin d'avoir plus. On est associé à d'autres expéditions maintenant pour obtenir plus de données. On utilise aussi le bateau Tara dans le cadre d'une autre expédition actuelle pour augmenter notre couverture dans le Pacifique. Donc, Tara est actuellement dans le Pacifique pour une expédition sur les récifs coralliens, mais on y a adjoint une fonction planctonique et on est parti pour échantillonner le plancton en fait tout le long de ces trajets. Et on aura les résultats de ces données-là à la fin de l'année. Donc on aura densifié encore plus nos données. À un moment donné, il va falloir qu'on choisisse entre aller très loin dans la densification ou plutôt avoir beaucoup de points, même s'ils sont plus légers, si on estime qu'on a des bases de données suffisamment complètes pour pouvoir interpréter du séquençage à moindre couverture. Voilà, donc en guise de conclusion, je pense qu'on est maintenant parti pour essayer d'avoir une approche, ce qu'on appelle donc end-to-end, c'est-à-dire vraiment du virus jusqu'à l'animal, pour un biome complet, pour le plancton océanique. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'autres projets à l'heure actuelle qui fassent ça, en particulier parce que c'est très difficile de le faire si on n'est déjà pas dans un milieu liquide, où on peut vraiment récupérer l'ensemble des organismes présents. Mais aussi, il faut beaucoup de temps, il faut une réflexion. Je vois un certain nombre de gens avec qui on discute sur d'autres écosystèmes, attendre un peu de voir jusqu'où on pouvait aller. Et maintenant, il commence à y avoir des possibilités de créer des projets de ce type à des échelles éventuellement planétaires pour d'autres biomes. Bon, ce qu'on attend vraiment maintenant, c'est les résultats de ces méthodes de corrélation et de voir si on peut aller au-delà de nos études d'interaction, au-delà des réseaux qu'on a déjà commencé à créer, pour commencer à comprendre les processus biogéochimiques à l'échelle vraiment de l'océan global et en intégrant le plus possible des données complexes que nous avons générées.
Voilà, donc je terminerai pour rappeler qu'évidemment c'est un travail extrêmement collaboratif. Il y a un très gros consortium international qui s'est monté spontanément. Hein. Tara Océan, ça a été fait pas du tout à partir d'un projet, pas à partir d'un financement, mais à partir de la volonté d'un groupe de chercheurs qui se disaient c'est probablement ça qu'il faut faire aujourd'hui. Donc c'est vraiment très bottom-up. Et on a donc des chercheurs européens, américains, japonais, une grande partie quand même est française autour de ce consortium-là. Eric Carcinti est le directeur scientifique de ce consortium. Et Tara Expédition, c'était Étienne Bourgois qui était le directeur à l'époque de Tara Océan, c'est Romain Troublé aujourd'hui, donc avec qui on a des contacts assez fréquents. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. Allô ? Oui, c'est bon. Donc, vous l'aurez compris, il y a des caméras dans la salle. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure parce que du coup, les présentations des 2 jours sont retransmises en streaming. Voilà, pour notamment les gens qui n'ont pas pu venir à cause des transports. Voilà, ça nous a donné l'occasion de faire toute cette présentation et puis cette retransmission qui est assez... c'est 2.0 cette année. Donc il y aura des questions qui sont posées par le système de chat, par les gens qui sont connectés en streaming. Et si vous avez des questions, voilà. Sur la diversité des gènes en microbien qu'avec une centaine d'échantillons, tu avais déjà une très grande représentation du nombre de gènes qui sont dans les microbes. Est-ce que entre les différents points très chauds, très froids, tu vois une très grande diversité ou finalement il y a beaucoup de points, beaucoup de gènes qui sont finalement partout? Alors, non, il y a une grande diversité, mais il faut aller plutôt dans des environnements très différents. Ce qui fait que là, on est prudent quand on analyse ce genre de choses, c'est qu'on n'avait pas encore analysé certains environnements les plus extrêmes, en particulier polaires. On est un peu limité en échantillons de la partie de l'océan austral et on n'avait pas encore regardé les échantillons de l'Arctique. Quand on est vraiment dans Tara Océan, on voit avec cette diversité génique ou cette diversité même d'espèces, on voit les zones se créer. Le monde équatorial, tropical, c'est vraiment quelque chose. Les zones vraiment tempérées, c'est pas tout à fait la même chose. Et les zones polaires sont très différentes. Donc il faudrait, pour vraiment aller jusqu'au bout de cette diversité, avoir échantillonné en profondeur les écosystèmes les plus typiques en fait de chacun de ces points-là. Donc on ne l'a pas fait encore parce que là on était plutôt à une échelle, puis il fallait savoir aussi quelle complexité était présente à chaque endroit. Là je pense qu'on a des idées un peu plus précises pour essayer d'aller, non pas jusqu'au bout, hein, on ne peut pas dire qu'on va jusqu'au bout, mais pour avoir vraiment la constitution génique des organismes les plus abondants. Alors ça c'était vrai pour les bactéries. On a fait la même chose pour les eucaryotes. La diversité eucaryote est beaucoup plus grande dans l'océan que la diversité bactérienne. Les génomes sont plus grands, la diversité génique est aussi beaucoup plus importante. Et là, on n'est pas, si on fait le même genre de courbe, on n'est pas à saturation par contre. Et on a déjà 115 millions de gènes qui ont été décrits. Donc on sait qu'on a encore du séquençage à faire qui est en cours, mais les mêmes tendances se dessinent. Ce qui va être présent dans les pôles va être très différent de ce qui va être présent dans les tropiques et les zones tempérées. C'est aussi vraiment quelque chose de distinct. Puis après, il y a des zones géographiques. Hein. Il y a vraiment des régions qui sont moins ouvertes, donc où là, il y a des fleurs plus endémiques, en fait. Ouais, d'évolution à court terme. Donc, oui, on voudrait faire ça. Pour l'instant, ce qu'on a, c'est une carte. Hein, donc, c'est la première carte avec. Mais on a aussi dedans une analyse de la diversité géographique déjà. C'est-à-dire, on a une analyse populationnelle qui est en train d'être faite pour essayer de voir quel type d'organismes peuvent avoir plus ou moins de populations structurées.
Et ensuite, parce ce qu'on peut voir à des échelles évolutives courtes, ça va être du remplacement de populations les unes par les autres. Si on arrivait un jour à voir des variants vraiment prendre de la place, ça serait à cette échelle temporelle assez incroyable. Mais on aimerait faire ça. En fait, on commence à le faire un petit peu parce que dans les nouvelles expéditions, on repasse à des endroits où on était déjà passé. Cela dit, dans l'océan, l'endroit n'est pas essentiel. Ce qui est essentiel, c'est la masse d'eau puisqu'elle se déplace. Donc il faut vraiment caractériser les masses d'eau pour savoir si on est en train d'échantillonner au même moment des choses à peu près équivalentes et les comparer. C'est très difficile de comparer les deux parce que c'est deux mondes différents, ils parlent des langages différents, ils appellent espèces des choses différentes. Donc ce qu'on voudrait vraiment faire, au-delà d'avoir les deux approches, c'est de pouvoir les fusionner. Et ça passe par des tentatives qu'on est en train de mettre au point, essentiellement de passer par du single cell, des expériences cellules uniques où on image des cellules. On peut les récupérer ou on peut séquencer, au minimum on peut séquencer un marqueur moléculaire pour identifier les espèces qui sont présentes. On a commencé à faire ça et les résultats sont effectivement intéressants et on pense que c'est autour de ça qu'il faut aller. À l'heure actuelle, la résolution surtout de l'imagerie est quand même pas suffisante pour aller la plupart du temps au niveau de l'espèce et puis il y a des choses très surprenantes, il y a des morphologies identiques avec des espèces différentes, il y a des choses... Il y a l'inverse aussi, hein. On peut avoir des morphologies complètement différentes, être simplement à un certain stade de la même espèce, et ce n'est pas forcément connu pour presque la plupart des espèces océaniques. Donc on compare, on arrive à faire des choses, mais je pense que tant qu'on n'aura pas fusionné les deux approches, on n'aura pas vraiment exploité le potentiel des deux, en fait. Comment vous envisagez l'identification des fonctions des gènes inconnus, puisqu'il y en a énormément? Comment vous envisagez cette... Alors, pour les gènes les plus intéressants, on peut imaginer retourner à la paillasse. Hein. Il faut vraiment se dire que dans certains cas, quand on va trouver des gènes très abondants, très exprimés dans certaines conditions qui nous intéressent, il va falloir aller les étudier. Ça a commencé à être fait dans quelques cas. Alors là, on n'est pas du tout à l'échelle pour pouvoir comparer les millions de gènes vraiment de fonctions inconnues et même de séquences inconnues qu'on a obtenues. Pour moi, la première approche, elle est informatique. Il faut commencer par prendre l'ensemble de ces gènes, utiliser surtout des données d'expression et commencer à les catégoriser en termes de réseaux, c'est-à-dire de voir les gènes qu'on ne connaît pas, s'ils s'associent à des réseaux de gènes connus et si ces réseaux de gènes connus peuvent nous donner une première indication quant à leur fonction. Par exemple, si c'est un pathway particulier, etc. Donc on a commencé à faire ça.